Bonjour, aujourd'hui je vous propose une explication en si possible 10 minutes comme au baccalauréat de cet extrait des cannibales des essais de Montaigne. Le premier extrait qui commence à Or, je trouve, pour revenir à mon propos, et qui va jusqu'à la fin de la citation latine Et o Lucrece nulla dulcius arte canunt, qu'on peut traduire Et les oiseaux sans art ont un chant plus doux. Donc, comme je l'ai déjà fait 2 fois, je vais essayer de me prêter à cet exercice qui est loin d'être facile, surtout quand on a beaucoup de choses à dire sur un texte. Donc, je lance le chronomètre. Dans ce passage des essais, intitulé Des cannibales, Montaigne s'appuie sur le témoignage qu'il a reçu à propos des mœurs des peuples du Brésil, un peuple qui a été récemment découvert puisque les essais ont été écrits entre 1572 et 1592, à la fin de la Renaissance, à la fin de ce mouvement très optimiste qui était l'humanisme. Et Montaigne, en cette période troublée, profite de ce témoignage pour susciter une réflexion sur la notion d'humanité, notamment avec celle en contrepartie de barbarie. Donc ce texte peut se diviser en 3 mouvements. Jusqu'à la ligne 6, jusqu'à usage de toute chose, on a une remise en cause d'une vision ethnocentrée du peuple du Brésil. Puis de la ligne 6 à la ligne 13 jusqu'à Sans culture, Montaigne développe son propos en faisant une comparaison entre ces peuples et les fruits sauvages. Et enfin, à partir de Ce n'est pas raison que l'art jusqu'à la fin de la citation latine, Montaigne reprend l'idée de supériorité de la nature que l'homme corrompt par son intervention. Donc, je vais lire le texte. Or, je trouve, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. Donc nous allons voir comment Montaigne provoque les lecteurs de son époque, ces Européens qui sont empreints de leur propre supériorité, en remettant en cause l'idée de barbarie qui est attachée à ces peuples. On voit dès le début du texte, or je trouve pour revenir à mon propos, la pratique de l'écriture de Montaigne qui s'appuie sur de nombreuses digressions. Et il a fait déjà de nombreuses digressions en début du chapitre. Il n'a toujours pas parlé des cannibales, il ne prononcera guère ce mot de tout le chapitre de façon un petit peu plus provocatrice. Et donc, on voit bien qu'avec l'affirmation il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, avec le rien qui est une hyperbole, le propos est particulièrement provocateur envers les Européens, puisque le cannibalisme est la barbarie, la sauvagerie par excellence. Et on voit apparaître ici le relativisme de Montaigne dans la suite, hein, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc, pour Montaigne, la barbarie est généralement ce qui est différent de nous. Donc, il y a vraiment un appel à observer, à se frotter, hein, je dis limer la cervelle à autrui. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est de se frotter à une altérité qui est particulièrement impressionnante ici, particulièrement forte, pour remettre en question, retourner les valeurs de son époque et de son peuple.
Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc le propos de Montaigne est ici développé. Il va développer ce qui n'est pas de son usage, hein, de façon un petit peu plus approfondie, et remettre même en cause des notions de vérité et de raison qui, pour les Européens, peuvent sembler normalement universelles. Et donc, Montaigne remet même en cause cette idée qu'il y aurait une vérité universelle, puisque finalement tout est relatif et tout dépend des opinions et usances du pays, donc des coutumes de là où on vit. Et il termine ce premier mouvement par une formule assez lapidaire, pardon. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait accompli usage de toute chose. On voit bien avec la répétition, avec l'hyperbole, que Montaigne est ici ironique, hein, puisque en fait il critique le fait que les Européens pensent qu'ils sont parfaits, qu'ils ont les structures sociales les plus parfaites. Et Montaigne va poursuivre son raisonnement, puisqu'il s'agit de littérature d'idées, il s'agit de développer une idée, en opérant une comparaison entre les fruits sauvages et ces peuples. Et donc, il va opérer une sorte de glissement de sens. Il va jouer sur la polysémie du mot sauvage, qui peut vouloir dire barbare, cruel, ce qui serait l'idée qui serait développée quand on parle de ces peuples cannibales, et puis l'idée que, au contraire, le mot sauvage désigne plutôt ce qui est proche de la nature, ce qui n'a pas été dénaturé justement par l'homme. Donc, de même, vous voyez la comparaison, que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, donc il y a un retournement comment dire, de raisonnement, hein, on retourne le raisonnement habituel, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. Donc finalement, du côté de la nature et ce qui est parfait, ce qui fait preuve de vertu, et l'intervention humaine, l'artifice, hein, détourné de l'ordre commun, altéré, tout ça c'est du vocabulaire péjoratif, va produire quelque chose qui n'est pas bon, hein, qui s'est éloigné de sa vertu naturelle. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés. Alors il est tout le temps en train de parler des fruits et il va par une série d'hyperboles, là encore, hein, les plus sont vives et vigoureuses, les vraies et plus utiles et naturelles vertus. Tout le vocabulaire est mélioratif et tout ce vocabulaire mélioratif est du côté des fruits sauvages, c'est-à-dire des fruits naturels qui n'ont pas été euh, comment dire, modifié, hein, par l'homme. Aujourd'hui, on parlerait peut-être génétiquement modifié. Et vous voyez que du côté de ces fruits qui ont été modifiés par l'homme se trouve le vocabulaire péjoratif avec bâtardie et avec goût corrompu. Finalement, l'intervention de l'homme, son artifice, est plutôt une mauvaise chose que une bonne chose. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envie des nôtres en diffère fruits de ces contrées-là sans culture. Alors une phrase un petit peu compliquée sur la construction, mais qui veut dire et pourtant que finalement, chez ces cannibales, chez ces sauvages, se trouvent des fruits qui sont excellents, malgré le fait qu'ils sont proches de la nature. Et cela va permettre de poursuivre le raisonnement en montrant que la perfection est du côté de la nature et pas du côté de l'artifice humain, hein. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Il n'est pas vrai que tout ce qui est de l'ordre de la culture, de l'intervention de l'homme, soit supérieur à la nature. Et vous voyez que vous avez la métaphore de la mer, vous avez des adjectifs comme grande et puissante qui montrent cette figure de la nature parfaite.
et qui nous nourrit. Nous avons tant rechargé la beauté et la richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Et donc, au contraire, du côté de l'intervention humaine, ce qui la caractérise, c'est l'excès, hein, tant rechargé, la beauté et la richesse, que nous l'avons étouffé. Vous voyez que ces verbes montrent un excès de la part des inventions humaines qui sont une détérioration, une altération de ce qui est naturel. Si est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et on poursuit l'idée, on est toujours dans la même idée, avec un vocabulaire très péjoratif qui désigne, qui décrit les interventions humaines avec vaines et frivoles, et au contraire des hyperboles très amélioratives du côté de la nature. Elle fait une merveille, pardon, sa pureté reluit. Merveilleuse honte veut dire que elle fait extraordinairement honte finalement les œuvres humaines, contrairement à ce que pourraient penser les lecteurs du temps de Montaigne, n'arrivent pas à la cheville des œuvres de la nature. Et pour appuyer son idée, comme le fait très souvent Montaigne, on a une référence à un poète latin. Vous savez que Montaigne aime l'art de la conférence, c'est-à-dire de la conversation, et qu'il aime converser avec ses contemporains, mais aussi avec les anciens pour appuyer et faire avancer sa réflexion. Et donc cette élégie de Properce vient appuyer l'idée que la nature sans rien d'autre, sans artifice, est meilleure et supérieure à la culture humaine. Donc on voit dans ce texte que Montaigne a utilisé une sorte, je fais une conclusion de syllogisme, pour développer l'idée d'une supériorité des cannibales par rapport aux Européens, idée qui est particulièrement provocatrice puisque le cannibalisme semble la barbarie par excellence. Et donc, cette supériorité est montrée par le syllogisme suivant. La nature est supérieure à l'artifice, aux arts, aux œuvres de l'humanité. Les sauvages sont plus proches que nous de la nature et donc, par conséquence, ils nous sont finalement supérieurs. Voilà, j'espère cette fois vous voyez que j'ai à peu près tenu. Et j'ai oublié par contre de faire le diaporama. Donc j'ai commencé par la présentation de l'auteur et de l'œuvre, puis j'ai situé le poème, enfin pardon, le passage. Je n'ai pas modifié mon diaporama. Le fil directeur, je l'ai donné après la lecture, si vous avez remarqué, hein. Comment Montaigne provoque-t-il les lecteurs de son époque, hein, en remettant en cause la vision européenne d'humanité et de barbarie. Les mouvements, je les ai donnés. La lecture, vous voyez que je n'ai pas lu tout le texte parce que globalement c'est trop long, on ne peut pas tenir, mais c'est l'interrogateur qui vous interrompra. Ensuite, on fait l'explication linéaire en suivant le texte et ma conclusion. Vous voyez que j'ai repris finalement j'ai choisi de conclure. J'avais plus de temps en fait, j'étais déjà à 1 minute de trop, de conclure en reprenant la forme du raisonnement de Montaigne, qui est un syllogisme, et c'est une façon de montrer qu'on a compris l'ensemble du texte. Voilà. Vous pourriez rajouter en conclusion, s'il vous reste du temps, que ce passage fait écho au passage du livre 3 des Coches, qui lui aussi parle de la supériorité de ces peuples que les Européens ont conquis, hein, et finalement du caractère particulièrement barbare des Espagnols qui ont massacré ces peuples. Donc voilà, vous pourriez rajouter plein de choses. J'espère que cela vous aidera. Bon travail à tous.